Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Poix Rakowski, dont j'ai découvert l'existence grâce à ce livre. Donc c'est ses mémoires. Poix Rakowski est né à Białystok en Pologne. Le début de sa biographie commence ainsi. J'ai vu le jour en 1865 d'une mère âgée de 15 ans et d'un père qui avait 17 ans. Du côté paternel, je suis issue de 36 générations de rabbins. Moi est l'aîné d'une famille nombreuse de 12 enfants, une famille juive plutôt pratiquante. Dès son plus jeune âge, elle prend des cours de religion, mais elle est aussi polyglotte. À 7 ans, elle entre dans une école privée juive où la langue d'enseignement était le russe. En plus du russe, elle apprend aussi le yiddish, l'hébreu et l'allemand. Après l'école, elle aide son père dans son métier de commerçant et elle aide aussi sa mère à s'occuper des plus jeunes. Mais progressivement, son père devient un homme d'affaires prospère. Sa mère commence à s'intéresser aux œuvres de charité. Les parents étaient certes très religieux, mais ils étaient aussi généreux et non violents. Dans un premier temps, son père l'encourage plutôt à poursuivre ses études. Il lui dit même quel dommage que tu sois né fille et non garçon. Mais vers l'adolescence, Poix commence à remettre un peu en cause ce qu'on lui a enseigné durant son enfance. Elle se questionne sur le fait que les filles aient moins de droits que les garçons. Elle remarque qu'elle sort peu, qu'elle se mélange peu aux garçons. Poix va peu à peu remettre en question ses dogmes et elle va même en venir à douter de l'existence de Dieu. Et pour la ramener dans le droit chemin, ses parents envisagent de la marier dès ses 13 ou 14 ans. À 15 ans, elle subit finalement un mariage arrangé. Les nouveaux beaux-parents étaient installés aux places d'honneur, encadrant le fiancé. De loin, j'aperçus un homme jeune avec une barbiche jaunâtre, portant un feutre sur la tête. À en croire ses parents, il avait environ 10 ans de plus que moi. Tout avait probablement été prévu de longue date. Le contrat de fiançailles fut signé sur le champ et l'on brisa des assiettes. Au bruit de la vaisselle cassée, j'éclatai en sanglots. Elle décrit ces années comme les plus funestes de son existence. Elle a un premier enfant, un garçon, à l'âge de 17 ans et une deuxième fille ensuite à l'âge de 20 ans. Elle est malheureuse dans son mariage, mais elle continue d'étudier la Bible malgré la désapprobation de son mari. Elle décide que la solution pour s'émanciper de son mari, c'est d'apprendre un métier. Elle veut d'abord suivre une formation de sage-femme à Saint-Pétersbourg, mais ses parents s'y opposent. Donc elle a des fréquentes disputes à la fois avec son mari et à la fois avec ses parents. Mais finalement, elle obtient le droit d'aller étudier pour devenir professeure. Elle va vivre chez son grand-père qui est rabbin. Elle étudie énormément et finalement, elle est bien reçue à son examen, alors qu'elle est la seule femme et la seule juive. Mais elle doit entreprendre de longues tractations avec son mari pour obtenir le divorce. אתה מר אמסלם, היית רוצה לתת לאישה הזו גט? לא, כבוד הרב. Finalement, elle menace de se convertir au christianisme et de convertir aussi ses enfants pour que son mari accepte enfin de lui donner le divorce. En 1891, elle devient directrice d'une école de filles à Varsovie. Son école, l'école Yehudia, est la première école qui enseigne l'hébreu, qui enseigne la langue sacrée aux jeunes filles. Son école devient très vite populaire. Poix se donne pour but d'émanciper les jeunes filles juives. Elle écrit que la femme juive est la plus asservie de toutes les esclaves. Elle connaît aussi quelques difficultés financières parce qu'elle doit à la fois gérer l'école et en même temps s'occuper de ses enfants qu'elle élève seule. Elle travaille 6 heures par jour en tant qu'enseignante et en plus elle a aussi ses fonctions de directrice, mais elle reçoit le même salaire que ses collègues profs. Elle finit par rencontrer Monsieur Birnbaum, qui est lui aussi enseignant,
et qui a 10 ans de moins qu'elle, mais qui devient son compagnon. Elle cherche à ne pas donner à sa fille la même éducation qu'elle a reçue. Par exemple, quand sa fille veut se marier à l'âge de 15 ans, elle lui refuse et elle lui conseille plutôt d'attendre pour qu'elle soit sûre d'elle et qu'elle soit plus mature. C'est aussi à ce moment-là qu'elle commence à s'intéresser au sionisme. Le sionisme, ça vient de Sion, qui est une montagne de Jérusalem, et c'est un mouvement dont l'objet fut la constitution en Palestine d'un État juif. Il m'est difficile de déterminer quand et comment je suis devenue sioniste. Il m'a souvent semblé que je l'étais depuis mes plus tendres années. Je pense que c'est le fruit de mon éducation, de l'étude de la Bible, et plus tard peut-être aussi des pogroms contre les Juifs. Et elle se rencontre qu'au sein même du mouvement sioniste, les femmes sont discriminées. Elles n'osent pas prendre la parole parce qu'elles ont peur d'être mal à l'aise ou d'être interrompues. Il y a aussi des hommes qui font des commentaires sur leur physique. Et pour répondre à ces discriminations, Poix défend une forme de non-mixité et elle est critiquée à la fois par les rabbins et par les conservateurs, mais elle est aussi critiquée par les hommes juifs de gauche qui ne veulent pas de mouvement spécifiquement féminin et pensent que le combat doit être commun. Poix défend aussi l'unité des femmes, quelle que soit leur classe sociale. Elle ne veut pas s'enfermer dans le sionisme bourgeois. Pour elle, son sionisme n'est pas du tout incompatible avec le socialisme. Pendant la Première Guerre mondiale, Poix perd son école qui est détruite et est contrainte de s'exiler. En 1920, c'est un tournant majeur dans la vie de Poix puisqu'elle décide de faire son alia. Alia, ça vient d'un mot hébreu qui signifie ascension ou élévation spirituelle. C'est un terme qui désigne l'immigration des Juifs en terre d'Israël. Poix émigre donc en Palestine mandataire sous contrôle britannique. Je ne saurais décrire ce que j'éprouvais alors. Les mots me manquent pour exprimer les sentiments qui m'envahissent. Ce sont des expériences qu'il faut avoir vécues pour les comprendre vraiment. J'avais beau fouler de mes pas le sol d'Eretz Israël, je doutais encore d'avoir affaire à la réalité. Il me fallut un certain temps pour me persuader enfin qu'il ne s'agissait pas d'un rêve. Une fois immigrée, Poix retrouve des cousins polonais et reconstitue un réseau polonais. Elle trouve aussi un poste à l'école technique pour filles de Jérusalem. Donc elle a des élèves juifs bien sûr, mais elle a aussi des élèves arabes. Et elle fait assez peu de différence entre ses élèves juives et ses élèves arabes. Elle s'initie d'ailleurs aussi à la langue arabe, mais elle rencontre aussi des difficultés et elle retourne finalement en Pologne tout en continuant à militer ardemment pour le sionisme. Elle voyage en Russie soviétique où elle retrouve son fils qui vit désormais en Russie et qui est devenu communiste. Mais là encore, elle se sent mal à l'aise et incomprise. Progressivement, elle assiste à la montée de l'antisémitisme en Europe de l'Est. Elle part en Israël en 1935 et y finit sa vie. Elle retrouve d'ailleurs un de ses jeunes frères qui habitait Berlin et qui a fui l'Allemagne nazie dès 1933. Elle traduit quelques articles pour le compte de l'agence juive. Elle écrit ses mémoires en 1942. Elle suit un peu de loin la Seconde Guerre mondiale et elle est décédée en 1955. Je voulais vous raconter cette histoire parce que ça montre que dès 1920, parmi les militants sionistes, il y avait aussi des socialistes. Et je voulais aussi en parler parce que avant la création de l'État d'Israël, il y a toujours eu des juifs dans cette région. Joyeux Hanouka et joyeux Noël!